Rebonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR. On commence comme chaque fois par les bulletins et vulnérabilités Microsoft. Alors comme chaque fois, bulletin sur Internet Explorer, 26 vulnérabilités ce coup-ci, c'est quand même assez conséquent, surtout 23 exécutions de code à distance. Là encore, c'est particulièrement important. Donc beaucoup ont été découverts par les Chinois de Kyo 360. Côté nouveau navigateur de Microsoft, Edge, 4 vulnérabilités, dont 3 exécutions de code à distance. Alors ça fait 3 ou 4 bulletins qu'on parle d'Edge, et là je crois que ce sont les premières, ou en tout cas il n'y a pas eu beaucoup d'exécutions de code sur le navigateur. Ce qui serait intéressant, mais j'ai pas eu le temps de regarder, c'est de voir si certaines vulnérabilités sont communes. Bon, je ne pense pas, puisque Microsoft insiste en disant que les moteurs sont vraiment totalement différents. Si vous avez le temps de vérifier, et que vous avez l'information, je la veux bien. Ensuite, vulnérabilité sur les journaux dans Windows. Donc là encore, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc pour sortir des classiques documents Word, ou Office, Excel, PowerPoint qu'on envoie et qui exécutent du code à l'ouverture en exploitant une vulnérabilité, là on a l'utilisation des documents, des journaux de Windows. Journal de Windows est installé, journal de log, installé par défaut dans toutes les versions de Windows. Donc là, en formatant bien les fichiers .jnt, ça permet d'exécuter du code à l'ouverture du fichier. Et un petit mail avec une pièce jointe bien formatée, et ça permet d'exécuter du code. Quelques vulnérabilités sur le noyau, mais ça je vais passer. Vulnérabilité dans Office, donc comme les fichiers journaux, exécution de code à l'ouverture d'un fichier, je crois que c'était un Word ou un Excel, je ne sais plus trop. Le côté intéressant de ces vulnérabilités, c'est qu'on peut les exploiter sur les serveurs SharePoint, puisque ce sont les mêmes librairies qui sont utilisées pour parser les fichiers côté serveur. Donc on envoie un fichier au serveur, il le parse et on exécute du code dessus. Bulletin suivant, une vulnérabilité dans NDIS, qui est donc la couche réseau, les drivers réseau de Microsoft. Ça fait des années que je n'ai pas eu de vulnérabilité sur cette partie-là, donc c'est assez rigolo d'en voir. Là, ça permet une élévation de privilèges local, c'est toujours intéressant. L'exemple est assez parlant, c'est un petit binaire à exécuter, et on obtient des privilèges système. Et je vais commencer par la deuxième. Encore une vulnérabilité sur la couche réseau, donc là encore c'est une élévation de privilèges dans la partie WinSock de Windows. La vulnérabilité .NET, bon là c'est du grand classique, rien de spécial. Ensuite, vulnérabilité IPsec, encore du réseau, donc là c'est un déni de service sur la couche IPsec de Windows, mais par contre qui nécessite une authentification. C'est pas forcément très discret. Vulnérabilité sur S-Channel, ça permet principalement de faire l'usurpation d'identité sur le Uncheck TLS, lié à une implémentation particulière d'une RFC. Bon, voilà, ça demande à être dans un cadre de man in the middle pour pouvoir l'exploiter. Celle-là est très intéressante parce qu'elle a été présentée à la Black Hat Amsterdam. Une vulnérabilité, alors elle est décrite comme Kerberos et décrite aussi comme pouvant permettre de déchiffrer BitLocker. Je ne suis pas forcément de cet avis-là, mais après, vous en pensez ce que vous voudrez. C'est une vulnérabilité concernant l'authentification de Microsoft et qui permet aussi de contourner BitLocker. En gros, quand vous avez et dans certains cas particuliers, quand vous avez un poste chiffré avec BitLocker mais qui ne demande pas le code PIN au début pour démarrer, la clé peut se trouver dans une puce TPM qui est vraiment comme un espèce d'HSM composant matériel dans l'ordinateur. Donc la clé est dedans, la partition se déchiffre, le système boot et vous arrivez sur l'authentification Windows. Et l'astuce est à ce niveau-là. On peut contourner l'authentification uniquement pour un poste qui est dans un domaine. En gros, l'idée c'est je coupe du réseau, je connecte à mon propre réseau, je crée un faux contrôleur de domaine à qui je donne le même nom que le nom du domaine original. Je crée un utilisateur qui a le même nom que l'utilisateur que je veux usurper et qui doit avoir un mot de passe périmé. Et à ces conditions-là, on essaie de se loguer. Et à ce moment-là, en fait, le poste va requêter le faux DC, constater que le mot de passe est périmé et proposer de changer le mot de passe. Ensuite, il faut se déconnecter, donc on change le mot de passe. Ensuite, il faut se déconnecter de ce réseau-là et là, on peut s'authentifier et contrôler l'authentification normale du système. Un poste Windows, avant d'envoyer une requête vers la DEL, il ne s'authentifie pas lui-même. Si, mais justement, c'est ça l'astuce, c'est qu'en déconnectant du domaine, normalement, il y a une double authentification. Il y a un mot de passe pour ton compte et un mot de passe pour l'ordinateur qui fait partie du domaine.
et tu contournes cette deuxième authentification justement en sortant du domaine. Donc voilà, et par effet de bord, ça permet forcément de déchiffrer, enfin de contourner BitLocker. Ça permet surtout de contourner l'authentification. Si des questions sur le sujet. Ensuite, une vulnérabilité dans Skype Link. Et voilà. Toujours les mises à jour des Windows XP Embedded Post Ready, donc la version pour les caisses et. Ça te pas trop cher, c'était censé tomber quand même. Je couperai au montage. C'est peut-être pas moi qui l'ai fait l'écriture d'écran. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui a un wallpaper aussi. Ah merde, oui, c'est vrai. Non, mais je suis un expert de Photoshop, je l'ai rajouté. Quelques bulletins. Donc, le premier, c'est une mise à jour de Flash Player classique. Le deuxième est un peu bizarroïde, c'est en fait un DDoS. Certains chipsets qui ont un bug et qui est activé uniquement avec Hyper-V. Donc bon, c'est pour corriger. Le troisième est beaucoup plus intéressant. C'est la révocation des certificats de Dell, dont nous allons parler dans quelques minutes. Et sinon, Actu Microsoft en général, on parlait tout à l'heure de rétrocompatibilité des navigateurs avec Java, etc. IE 8, 9, 10, c'est très bientôt la fin, dans un mois. C'est ça. Dans un mois, les seuls navigateurs supportés par Microsoft sont 11 et Edge. Donc, quand on voit la durée qu'il a fallu pour se débarrasser de l'IE 6, voilà, c'est dingue. Un troll assez rigolo sur GNU.org où ils expliquent que Windows c'est 100% backdoor, donc à la fois avec les mises à jour donc, contrôlées par Microsoft, que sur Windows 8 Microsoft peut supprimer des applications, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, que Microsoft avertit la NSA de toute vulnérabilité avant de la corriger, enfin, etc., les DRM. Il y a tous les sujets comme ça qui sont repris, condensés dans un article, et ça c'est rigolo. Un point intéressant, donc aussi Microsoft Edge, donc le nouveau navigateur de Microsoft, qui à présent empêche l'injection de code, enfin l'injection de DLL dans le navigateur, chose qui était très utilisée par les malwares bancaires, où le malware injectait sa propre DLL dans le navigateur qui allait récupérer le login et mot de passe de l'utilisateur. Edge implémente l'obligation d'avoir une DLL signée pour pouvoir être utilisée, pour pouvoir être injectée. Son moteur devient open source d'ailleurs, son moteur JavaScript, pardon. Et dernier point, Windows 10, on en avait parlé la dernière fois dans une version Core, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, Core quelque chose, c'est-à-dire sans interface, ultra réduite, Nano, tout à fait. Et prêt pour les IoT, donc les objets connectés. D'ailleurs, il y a des images Windows 10 pour Raspberry Pi, que je ne l'ai pas encore installé, qui sont disponibles, il me semble. Oui, ça marche. Uniquement administrable par PowerShell. Le meilleur outil du hacker, pardon, de l'administrateur. Ensuite, vulnérabilité, pour Nvidia je la passe. LinkedIn, c'est assez rigolo parce que pour un site aussi important, une XSS persistante, je crois que c'est dans l'aide, quand on peut demander des informations à un espèce de support interne, avec cette XSS, avec cette chaîne-là, vous pouvez injecter donc, du JavaScript. Jenkins, c'est assez rigolo aussi. Une vulnérabilité qui permet d'exécuter du code. C'est une fonctionnalité. Alors d'après Jenkins, ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une fonctionnalité. Donc si vous installez un Jenkins, qui est l'outil qui permet de faire de l'usine logicielle, intégration continue, en gros vous avez une fonctionnalité activée par défaut qui permet d'exécuter du code non authentifié. J'ai déjà exploité un pentest, souvent les développeurs ont ça installé sur leur poste, et du coup en plus de récupérer gratos le code source, on a du code exécuté. Pratique. Alors, on en parlait juste avant. Très bon photo de montage. N'est-ce pas? C'est ça. J'ai l'impression que Dell et Lenovo essaient de faire un concours. Alors, je vais commencer avant les certificats par le service tag de Dell. Donc, comme vous le savez, j'ai un PC Dell. Comme vous le savez, chaque PC Dell contient un numéro unique qui est le service tag, qui permet de vous identifier au niveau du support, de savoir la configuration que vous avez, d'avoir les drivers associés, etc. Et Dell installe, tout comme Lenovo d'ailleurs, toute une collection d'outils qui sont totalement inutiles pour les consommateurs de ressources, dont Dell Foundation Services, que l'on peut appeler donc, en JavaScript depuis un navigateur sur le port 7679,
et qui donne un état de l'ordinateur, dont le service tag. Ce qui veut dire que depuis un site externe, en JavaScript, je peux récupérer le service tag. Je pense que pour les marketeurs, c'est un élément très intéressant pour traquer les utilisateurs. Ensuite, donc Dell, son fameux certificat Racine eDellRoot, qui a été trouvé par un chercheur, je ne sais pas comment il l'a trouvé, en regardant par hasard, je crois, qui bien sûr arrivait avec sa clé privée. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc ça a fait pas mal de bruit, les gens se sont demandé à quoi servait cette autorité Racine installée par défaut sur les ordinateurs Dell. Voilà, en gros, ça permet de faire du man in the middle, de signer ce que vous voulez, du code et tout, au nom de Dell. Bon, ça a été révoqué, quand même. Et un deuxième, c'est quand même beaucoup plus drôle, qui s'appelle DSD Test Provider, donc qui est arrivé sur certains modèles avec également sa clé privée. Et le dernier, j'ai rajouté tout à l'heure. Ah oui, c'est un peu la même chose. Donc Lenovo, qui comme Dell, installe par défaut sur les postes Windows toute une série d'outils inutiles, dont SyncVantage System Update, qui écoute sur le port, donc, enfin sur le IP00 sur le port 20 000 quelque chose, qui est accessible et qui permet d'envoyer des objets en .NET Remoting. Et ces objets permettent de, en gros, faire pas mal de choses, dont télécharger des binaires et les installer. Donc ça permet d'avoir une exécution de code à distance. C'est plutôt pratique. Si vous n'avez pas de firewall. Enfin, si le poste a son firewall, le désactiver, puisque maintenant Windows... On n'est pas obligé d'installer ça non. Et non, parce que quand tu achètes ton poste, je ne peux pas me planter, mais si c'est préconfiguré, il fait la règle dans le firewall pour laisser passer. Ah, en plus c'est pas mal. Alors bien sûr, tout ça, ça n'est pas éligible aux postes qui sont remasterisés pour les entreprises, parce que dans les masters des entreprises, il n'y a pas toutes ces saloperies. Ça dépend. Parce que ça, dans les masters des entreprises, il n'y a pas tous ces logiciels. Donc ce qui fait que voilà, normalement, les entreprises ayant des masters et remasterisant les postes sont plutôt prémunis de ce type de problématique. Ensuite, vulnérabilité réseau, donc Firesight, qui est la console de management des IPS de SourceFire, qui est le leader des IPS racheté récemment par Cisco, va chercher ses mises à jour sur Internet avec une commande curl, avec la petite option "-k" qui lui dit de ne pas vérifier les certificats. Donc, il suffit de se mettre sur le chemin, de proposer n'importe quel certificat, et donc d'envoyer une mise à jour pour le manager à la place de SourceFire. Sachant qu'en on est plus, rarement sur un Wi-Fi quand on met à jour. t'es pas sur un Wi-Fi, mais tu Non. peux être sur le chemin du data center, dans le data center. Quand même, tu peux te... Et le problème, c'est que ces mises à jour, en fait, sont des archives qui contiennent un fichier SH, un script, qui est exécuté pour installer la mise à jour. C'est-à-dire qu'on peut envoyer son propre script bash et le faire exécuter sur la console de management des IPS, qui ensuite communique avec tous les IPS. Et voilà. Donc prise de contrôle de toute l'infra. Ça, c'est intéressant. La deuxième date de tout à l'heure. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'article. C'est Tavis Ormandy de Google Zero, qui apparemment a une exécution de code à distance sur les appliances FireEye, donc qui permettent de sandboxer, de faire du sandboxing, c'est-à-dire d'exécuter dans une sandbox un mail, un binaire, etc. Ouvrir un document Word pour voir si c'est un comportement anormal. Et apparemment, c'est à partir de là qu'il arriverait à exécuter du code. Et donc prendre le contrôle de l'appliance. Le troisième, je vais essayer de faire vite sur celui-là, une société qui s'appelle Harris, qui fait des routeurs, on va dire SOHO, ADSL, qui arrive avec une backdoor. Ça, apparemment, c'est connu depuis 2009, où en gros, vous avez un mot de passe journalier qui permet d'accéder à une console web de management et ensuite d'activer un accès SSH ou Telnet. Et apparemment, cet accès est plus dédié aux administrateurs des opérateurs qui déploient ce routeur chez les particuliers. Donc l'accès est restreint. Mais en fait, il y a une seconde backdoor, un autre mot de passe qui permet d'avoir vraiment un accès root sur le routeur. Et le mot de passe, en fait, ce serait le numéro de série, les derniers nombres du numéro de série du routeur. Voilà. Et le problème aussi, c'est que ce routeur est vendu à plein d'opérateurs avec une graine qui permet de générer le mot de passe journalier et qui souvent n'est pas changé. Majoritairement, dans la majorité des cas, n'est pas changé. Ce qui fait que le mot de passe est prédictible. Et au Brésil, apparemment, 600 000 routeurs seraient vulnérables. Des links, je ne vais pas toutes les faire, parce que les routeurs SOHO, je pense qu'on va arrêter. Tous les mois, c'est ça. Il y en a des dizaines tous les mois.
Juste la dernière qui est assez rigolote. Alors par contre, il faut être sur le réseau du routeur. SSDP, c'est un protocole qui fait du broadcast, qui n'est pas authentifié, donc il pose des questions sur le réseau. Et il est possible avec cette requête-là de démarrer par exemple Telnet, d'exécuter une commande sur le routeur. Sans que c'est bien codé, ça. C'est incroyable. Sur les autres, c'est similaire chez Belkin, des vulnérabilités semblables qui permettent de prendre le contrôle et de modifier la config sans autante. Et le dernier, c'est sur des routeurs WiMAX. Je vous invite à regarder l'article, il est vraiment intéressant parce que là aussi, c'est assez n'importe quoi en termes de vulnérabilité. C'est du même style que ce que tu viens de dire. Donc, voilà, ça vaut le coup de jeter un petit peu. Oui, alors ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est une sorte de méta-vulnérabilité sur un certain nombre de providers VPN. Premier point à préciser, en fait, c'est valable uniquement pour les providers de VPN qui proposent du port forwarding. C'est-à-dire qu'en tant que client de ce provider VPN, je vais avoir le droit d'avoir un port qui va être redirigé vers mon adresse réelle. C'est-à-dire que je peux héberger sur mon poste un service sans exposer à tout Internet mon adresse IP réelle. Il y a des gens qui se sont rendus compte que lorsqu'on avait ce type de service qui était proposé, la personne qui disposait d'un port forwarding, donc un des clients pouvait récupérer les adresses IP réelles de l'ensemble des autres clients par l'attaque qui est détaillée. Donc l'idée elle est assez simple, il suffit de savoir sur quelle adresse IP sont connectés les autres clients, donc là par l'utilisation d'un service comme IRC, ou s'ils consultent un site web, on récupère l'adresse IP de sortie du provider VPN, et ensuite on les incite à consulter quelque chose qui est hébergé sur ce même serveur. Et en fait, du fait de la modification des routes, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, au niveau des points 3 et 4, on a les routes réseau. Étant donné qu'on va arriver sur l'adresse IP de la box de sortie, ça va être fait à partir de la vraie IP et pas à partir du tunnel VPN. Donc ça permet de révéler l'adresse IP réelle des utilisateurs. Donc voilà, c'est embêtant pour les gens qui utilisent des VPN pour cacher leur identité, ce qui n'est pas forcément le but premier d'un VPN, hein, qui est d'avoir un tunnel chiffré. Mais ça peut faire ça fait un peu de bruit parce qu'il y a plein de gens qui utilisent ça pour télécharger des torrents, pour faire des choses pseudo-illégales, c'est un peu embêtant. Et du coup, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de correctif possible. Je pense que les providers ont peut-être arrêté de proposer ce genre de service, mais j'ai pas vu de correctif simple. Ça fait quand même beaucoup de si pour arriver à faire ton attaque. C'est-à-dire que si la personne télécharge un virus, tu auras son adresse aussi. Non mais là c'est embêtant, en fait, il suffit juste d'arriver à inciter un client du VPN à se connecter sur un site web. Voilà. Et après il n'y a pas d'interaction utilisateur, c'est transparent. Quoi. Je pense qu'un certain nombre de services étatiques pourraient être intéressés par ça. En réalité, il faut arrêter d'aller sur IRC. Non, pas du tout, il faut juste arrêter de penser qu'un VPN ça va permettre d'être anonyme sur Internet. Parce que ça c'est une meilleure morale. Pour prendre ce que disait The Grok, alors je ne me souviens plus dans quel ordre c'est Tor to VPN ça va et VPN to Tor c'est prison. Il y a un truc comme ça. Le deuxième XSS c'est assez intéressant, c'est sur Google Translate. Regardez juste par curiosité le contenu, ça utilise les multi-data stream d'un fichier, mais XSS est extrêmement long et permet d'injecter du code dans Google Translate. C'est plutôt vraiment bien fait. On en parlait tout à l'heure, Let's Encrypt qui est en bêta publique. Ce qui veut dire qu'on peut gratuitement demander des certificats. J'ai une petite remarque sur le sujet, parce qu'en fait il y a beaucoup d'autorités de certification, parce que ce que tu disais c'est qu'à cause de ça, potentiellement n'importe qui peut signer n'importe quel certificat pour n'importe quoi. Mais il y a pas mal d'autorités de certification qui souvent proposent des certificats valides gratuitement pour 10, 15, 30 jours, juste pour faire des essais et qui peuvent être utilisés pour signer du code ou des sites web pour une attaque ciblée temporaire ou un audit, sans que ça impacte le TJ d'audit. Il y a même des autorités qui donnent des vrais certificats gratuitement, valides un an, 3 ans. Avec ce type de mouvance, on sait que on va vers ça, parce que le but c'est chiffrer le canal, c'est pas authentifier le serveur normalement. Voilà. Mais c'est juste que la recommandation pour le grand public et la sensibilisation de dire vérifier que c'est du HTTPS ou quel petit cadenas ou toutes ces conneries-là, c'est catastrophique parce que s'il reste avec ce type de sensibilisation, La
sensibilisation va évoluer vers les certificats haut de gamme EV, et la sensibilisation deviendra regarder qu'il y a Le cadenas en un, or. et qu'à côté il y a l'identité. Surtout les services web, même compris Google, comme je dis, ils ne l'utilisent pas, par exemple. Donc, J'ai l'impression que ça commence. Après, vis-à-vis de l'SFRIP, ce qui est vraiment pas mal, c'est la simplicité du script. Quand on va activer le SSL, c'est ./let's encrypt et on sélectionne le site, OK, et ça fait tout automatiquement, c'est script magique. J'ai vu un plus un truc qui est, je sais pas, tu lances un curl et tu pipes, tu lances un message, tu tues un chaton. Là-dedans, cette simplicité, c'est un peu la même chose. C'est exécute ce bout de code et tout se passera tout seul. C'est certes une démocratisation du chiffrement pour tous, c'est aussi de la boîte par total. Le code Le est code, disponible. dans le code est dispo. Certes, C'est open source. oui, mais qui veut dire t'as pas besoin de comprendre, tu cliques et ça t'installe un liste sécurisé sur le site. Tu n'es pas dans la démarche d'expliquer les enjeux de la sécurité. Après, sur beaucoup de cas, les admins qui sont, on leur dit faire ça, ils sont complètement incapables de le faire et ça fait 10 ans qu'on demande ça en recommandation, ils ne le feront jamais. Si c'est simple, ils le font. Et puis, le code est dispo, mais rien ne garantit que le code en prod est le code que vous avez mis à disposition. Ah, c'est toujours pareil. Comme Ça rien ne dépend, garantit. je pense que de la façon dont est fait le script, si, mais pour une anecdote, en fait, ça va pas permettre à tout le monde de mettre des certificats sur son site web. Moi, j'ai eu le cas en audit d'un client où je recommandais évidemment de passer en HTTPS parce qu'il y avait de l'authentification. Ils m'ont dit ah oui, mais on voulait acheter un certificat SSL, mais on n'est pas encore sûr du nom qu'on va donner l'application. Donc voilà, ça ne résout pas tous les problèmes non plus. Toujours sur les boîtes magiques de sécurité, injection LDAP sur les CM McAfee qui permettent de se connecter en tant qu'admin sans connaître le mot de passe. Donc c'est toujours assez rigolo. Et autre chose d'assez intéressant, quelqu'un qui a fait une analyse de code, enfin une analyse statique de code PHP sur les 1000 plugins. Enfin, alors j'ai marqué 1000 plugins, en fait c'est le top 1000 à peu près des plugins sur WordPress et qui a trouvé une centaine de vulnérabilités qui étaient inconnues. C'est assez inquiétant dans le sens où c'est pas c'est pas une démarche de quelqu'un qui est forcément excessivement compétent, c'est l'utilisation d'outils automatisés. Enfin voilà, il faudrait qu'il y ait d'autres gens qui le fassent régulièrement. C'est un coup. Non, enfin non. mais surtout qu'il n'y a pas de recommandation de la part de WordPress, même pour les développeurs. Voilà, En fait, ceux qui n'ont pas corrigé ont été supprimés, il me semble, des plugins. Et la sensibilisation devrait être faite à l'origine. C'est pas ce que font les CMS, ils n'ont pas cette logique-là. Bon, le premier, c'est juste que c'est très particulier, et c'est concernant American Express, c'est quand vous changez votre carte, les numéros en fait se suivent, les numéros de la fin de votre carte American Express, et donc sont prédictibles. L'algorithme en fait apparemment est retrouvé. Le deuxième est assez rigolo, par contre c'est un outil qui automatise la création d'un point d'accès Wi-Fi avec le fait de patcher en direct tous les binaires téléchargés par ce point d'accès. Donc c'est Metasploit plus un petit plugin et ça permet donc de patcher n'importe quel binaire. Alors bien sûr ils sont plus signés, s'ils étaient signés, mais ça vous permet d'injecter une backdoor, enfin, un malware. Pourquoi ça s'appelle BDF aussi le plugin? La banque de France. Et il y a vraiment des gens qui font ça, hein. Il me semble qu'on en avait parlé, je crois que c'était l'an dernier, quelqu'un qui avait analysé tous les nœuds de sortie Tor. Pour le point suivant d'ailleurs, désanonymisation de Tor. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a parlé donc fin de l'année 2014. Il y a eu un grand coup de filet réalisé par le FBI sur plein de sites qui étaient dans Tor, beaucoup qui faisaient du revenge porn. Il y a eu Silk Road 2.0, donc le site de vente de drogue 2. Beaucoup de sites comme ça qui sont tombés. Et personne ne savait comment est-ce que le FBI avait réussi à récupérer des adresses IP réelles de ces sites. Et donc des documents sont sortis récemment. En fait, donc l'administrateur de Silk Road 2 est en jugement
Et la partie qui le défend, les avocats qui le défendent, ont demandé les preuves que détenait le FBI. Et parmi les preuves, il y avait des éléments qui sous-entendaient que des universitaires avaient été payés pour réaliser une attaque sur Tor et désanonymiser donc, tous ces services-là. Pile au moment où des universitaires devaient présenter à la Black Hat 2014 une méthode pour désanonymiser Tor, pile au moment où une centaine de serveurs, enfin des nœuds Tor ont été ajoutés sur un laps de temps assez court sur Tor et ont été supprimés assez rapidement. Il y a d'autres documents aussi qui indiquent qu'apparemment des universitaires auraient été payés $1 million pour ce travail-là. Et en fait, en recoupant tout ça, on se dit qu'ils sont à peu près les mêmes universitaires. Donc les universitaires qui présentaient la Black Hat, je ne sais plus quelle université ils sont, mais enfin, c'est indiqué dans les documents. Et donc potentiellement, ce seraient eux qui auraient été payés par le FBI pour trouver une méthode de désanonymisation de Tor. Je crois qu'elle est expliquée en partie dans les documents, mais pas tout à fait. Et je ne sais pas si ça va être corrigé ou pas par Tor, ou si ça a déjà été corrigé. Ça a été déjà corrigé. Délit de service, plein de délits de service. Un délit de service sur les serveurs DNS Racine qui a été présenté par Stéphane Dortsmeyer la semaine dernière à la BotConf sur pas une rump, un lightning talk, justement pour expliquer qu'un délit de service assez important avait été réalisé sur les bouts de serveurs et avait fait tomber beaucoup de ces serveurs Racine. Et on sait pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais par contre ils ont réussi à le bloquer parce qu'apparemment ça tapait seulement sur un seul nom de domaine et il y avait un pattern assez particulier qu'ils ont réussi à repérer et donc ils ont pu bloquer en amont, ce qui a permis de rétablir le service. Parce qu'en fait, tu nuis à tout le monde, donc à personne. Enfin, Sauf si tu fais une attaque, je sais pas, justement pour faire sur le DNS. Ça dépend, parce que tu peux viser une zone géographique aussi, comme c'est très réparti. Oh bah là c'était tous les serveurs DNS et ce qui est marrant c'est que même des serveurs, enfin des adresses IP qui n'appartenaient plus au serveur root étaient quand même visés. Et ça s'est vu sur le graphique. Je sais pas, non. Stéphane a montré des graphiques où on voyait les 3/4 des serveurs root down. Après, je sais pas. J'ai pas les détails, il a été quand même assez bref dans sa présentation. De toute façon, il y avait 2 minutes, je crois. Mais j'ai pas trouvé non plus d'article public sur le sujet. Et puis comme Stéphane disait que c'était en cours de. Enfin, l'attaque était encore en cours. Il n'y a pas grand chose qui soit sorti publiquement sur le sujet. Ensuite, un point intéressant aussi, donc un peu lié à la BotConf de la semaine dernière, c'est que 45% des botnets qui serviraient au DDoS seraient sous Linux. Donc c'est pas forcément que des PC sous Windows XP en Chine. Il y a aussi des serveurs sous Linux. Et d'ailleurs, l'un des principaux, ce serait XOR DDoS pour Linux avec un virus qui sera plus. Vous avez une analyse Dans les chiffres qui ont été donnés, est-ce qu'on sait si c'est vraiment des serveurs ou alors des routeurs? Parce que serveur apparemment. Ouais, au vu de ce qui a été présenté juste avant, avec quelques slides avant, si tu veux, apparemment. des caméras IP ou des frigos. On routait des routeurs. Ouais. C'était vraiment lié à l'Internet. Après, il y a quand même pas mal de. On se moque beaucoup des routeurs SOHO, mais il y a beaucoup de routeurs où la vulnérabilité se trouve au niveau de l'interface d'administration. Et souvent, l'interface d'administration n'est pas accessible publiquement. Ou dans certains cas, elle l'est, mais souvent, elle ne l'est pas. Bon, une petite étude assez rigolote sur le fait que des milliers ou millions d'objets partagent les mêmes clés SSH ou SSL-TLS. Encore une fois, simplement les éditeurs qui génèrent des clés par défaut, qu'ils installent sur tous les équipements. Alors, pour essayer de pousser la PKI dans l'IoT, c'est une catastrophe l'IoT. C'est les années 90 son retour. C'est une catastrophe, moi ça me fait du boulot pendant des années. Ah non, à mais venir. très bien. Voilà, c'est formidable. C'est zéro culture, c'est les gens qui viennent du monde des sensors, des machins. La sécurité, ils ne connaissent pas. Qui viennent du routeur SOHO, non? Aussi, voilà. Sinon, Raspbian, donc la Debian pour Raspberry Pi, avait un défaut, elle n'activait pas le générateur de noms aléatoires, pseudo-aléatoires hardware, et donc le générateur était prédictible. Je pense que c'était celle qui était embarquée en 2006.
Il y a eu un aléa de nombre de 1000 possibilités. La troisième est assez rigolote, donc c'est Hello Barbie. Alors c'est pas encore terminé, mais Hello Barbie c'est une espèce de Siri version Barbie. Vous pouvez, la petite fille peut communiquer avec sa Barbie. La phrase est envoyée sur le cloud Mattel, qui l'utilise pour son marketing, bien sûr. Mais c'est clairement affiché par Mattel, ça c'est pas du tout des secrets. Et donc un ingénieur a décidé de faire la rétro-ingénierie de la poupée. Il a commencé à étudier, donc à ouvrir la poupée, à étudier le circuit, et l'épisode 2 peut-être le mois prochain. Alors rapidement, apparemment, le Venezuela aurait utilisé le virus Finfisher, donc de l'entreprise allemande Gamma Group, pour espionner un certain nombre de ses citoyens. Bon, je passe rapidement là-dessus. La deuxième est beaucoup plus rigolote. Le Venezuela, par contre, aurait été espionné par la NSA, en particulier une entreprise pétrolière vénézuélienne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a été découvert dans des documents, sans doute encore une fois publiés par Snowden, qui reprennent un article d'un analyste de la NSA qui raconte en gros sa vie. Comment il a fait pour faire comment faire pour récupérer des informations sur une entreprise pétrolière vénézuélienne. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, je vais peut-être en donner quelques détails, mais en gros, il utilise tous ses services, pas mal d'outils, mais les outils, on a l'impression que c'est comme envoyer un mail à un collègue ou juste faire ou faire un ping, c'est récupérer tous les mails envoyés à une personne et récupérés par la NSA, c'est juste une requête dans un outil. C'est des choses qui sont quand même gravissimes, puisqu'ils collectent tout, et ces analystes y ont accès, mais de façon hyper simple. Dans le cas présent, en fait, l'article d'Electrospace est assez bien parce qu'il donne justement les éléments de contexte. En gros, il raconte, voilà, nos objectifs. On m'a dit qu'on n'a pas grand-chose sur cette entreprise de pétrole au Venezuela. Du coup, j'ai commencé à faire une petite recherche avec 2-3 mots-clés, j'ai rien trouvé. Je suis allé sur le site web, j'ai pris le nom des dirigeants, j'ai balancé, j'ai vu tout ce qu'on avait en termes de mails privés, etc. Sur les outils de la NSA. L'outil de la NSA, là. Et donc, j'ai parcouru un peu ce qu'ils avaient sur Prism, donc pour l'accès aux 16 Google, etc. Je crois 2-3 infos, pas grand-chose. Et puis en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait des collègues qui étaient sur place qui apparemment ont réussi à infiltrer un opérateur telco local pour récupérer au niveau d'une connexion MPLS, on suppose, des communications internes. Et en gros, ils disaient, en fait, on avait 7 petites années, puis on ne savait pas pour tellement de choses. Et à partir de là, ils ont récupéré des échanges internes de mails, etc., avec des mots de passe. Et à partir de là, ils ont pu communiquer ça à l'équipe Tao, donc on va dire attaque ciblée, qui a pu aller plus loin dans l'attaque. Et puis ils ont pu avoir des choses sympathiques. Mais c'est assez marrant de voir, oui, c'est vraiment un process avec des outils, comme on ferait une recherche Google, et puis on va sur des sites, et puis on trouve des informations. Ça ne demande même aucune compétence technique, c'est juste j'ai le nom du gars, je le mets dans mon outil, j'ai toutes les informations qui en découlent. Ce qui est aussi cité, c'est que la plupart des ambassades, moins 80 ambassades américaines à travers le monde, sont des relais de la NSA avec des équipes sur place et des équipements, pas comme à Paris. Ce qui est intéressant avec la source, en fait, c'est un magazine interne, une sorte de newsletter où ils expliquent un peu leur vie d'analyste. Et il y a un an de ça, il y a un autre article qui était paru où c'était un pentester locaux qui expliquait comment il faisait son pentest. Et c'est pas trop à la façon dont on va faire un pentester entre guillemets en entreprise ou même certains gouvernements étrangers qui vont chercher à envoyer un PDF piégé ou cibler une attaque, etc. Là, c'est on identifie la personne. En gros, le sysadmin qui a le plus de droits, le DG, 2-3 personnes. Quand il va surfer sur un team comme Facebook ou Google ou autre, on intercepte à la volée sa requête au niveau backbone opérateur, on lui envoie un 0-day via le programme Quantum. Et à partir de là, on exploite ses credentials et son accès pendant les heures de bureau, en dessous du radar, et du coup, ils sont quasiment détectables. Et en fait, la personne qui fait ça n'a pas besoin d'avoir des compétences techniques très très évoluées. Et quand ça commence à devenir difficile, ils appellent les copains des opérations ciblées pour faire ça. Ah oui, alors celui-là, MyFreeCam, qui est apparemment le plus gros site de striptease de femmes. Voilà, en fait, vous payez, vous avez accès à un certain nombre de points, enfin, de tokens, et avec ces tokens, vous pouvez payer donc, des accès à des striptease, des choses comme ça. Et bon, donc ils ont été piratés. Et apparemment, l'authentification n'est pas sensible à la case, elle vire tous les caractères spéciaux. Donc si vous mettez, je sais pas, point d'interrogation, virgule, dollar, password, dollar, étoile, etc., en fait, vous mettez juste password. Ça marche. C'est très très moche. Et surtout apparemment, d'anciens développeurs de cette entreprise ont décidé de se reconvertir
Donc en insérant quand même avant de partir une backdoor dans le système, leur permettant de générer des tokens qu'ils revendent avec une belle réduction sur Tor. Et qu'ils revendent aussi aux stripteaseuses parce que à chaque fois qu'elles ont une vue, elles gagnent, enfin, ou un token qui est dépensé, elles gagnent, je sais pas, 5 centimes de dollars, enfin 5 cents. Et donc c'est aussi intéressant de leur revendre à elles pas cher des tokens qu'elles peuvent pseudo-utiliser pour se presque revisionner elles-mêmes de manière à gagner de l'argent. Enfin, le coup des mots de passe où ils suppriment les caractères spéciaux, ils suppriment la case, c'est vraiment... Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont concernés. Si vous avez fait une formation avec une certification pour du Cisco, de l'IBM, du F5, etc., il se peut que vos identifiants et adresses mail aient été volés. Enfin, c'est même pas ils se tout, ils ont été volés. Méfiez-vous des futurs mails de phishing. Donc en gros, il y a une brèche dans cette entreprise et ils se sont fait voler pas mal d'éléments. C'est aussi le cas pour les formations chez CBI de ou pas? Hervé n'est pas là, mais je pense. Amazon, des doutes sur une compromission, parce que la quasi-totalité des utilisateurs ont reçu des mails leur demandant de changer leur mot de passe avec un probable vol. Mais il n'y a pas d'information publique sur le sujet. Bon, les derniers, ce sont des hôtels qui se sont fait pirater, apparemment dans le même groupe, parce que le même malware aurait été utilisé. Je pense que c'est des cartes, plus vu le nom des hôtels, ça doit être des cartes bleues avec des gros bleus. Ouais. Oui, c'est pas de la carte bleue électron. Alors, le premier est assez rigolo et assez malin en fait, donc des Russes qui ont trouvé une technique assez intelligente pour voler de l'argent dans les distributeurs. En gros, il est possible de faire un dépôt donc, sur un compte existant de liquide, donc ça met de l'argent sur le compte. Et là, en fait, tout de suite, ils retirent la somme du compte en liquide avec un complice qui a pris le contrôle de l'ATM, enfin, du distributeur automatique, et qui annule en fait la transaction. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait le retrait, sur le petit ticket, on a un certain nombre d'éléments qui là servent aux complices pour annuler le retrait. Et donc en fait, ce que le gars fait, c'est qu'il met de l'argent, il vide le distributeur et il passe au distributeur suivant. Et voilà. Ils font l'opération jusqu'à ce que les distributeurs n'aient plus d'argent. Ils ont quand même volé 3 millions de dollars. Ça ne marcherait pas en France. On est obligé d'avoir une vérification sur la monnaie qui est déposée, une vérification de 8-15 jours de mémoire. Et après, ce sont les attaques qui sont éligibles à certains pays. C'est comme à la BotConf la semaine dernière, une personne a présenté une technique qui est valable qu'en Pologne, où en fait, comme les transferts d'argent sont très longs de compte à compte, il y a des transferts qui sont faits sur des comptes d'une même banque, et après il y a un relais de confiance qui est fait pour valider le fait que de l'argent a été transféré. Et en fait, il y a un moyen de le détourner. Ça, c'est vraiment lié au contexte russe, c'est très particulier. Ouais, VTech, donc VTech c'est un constructeur de jouets plutôt éducatifs pour les enfants. Ils font maintenant des espèces de petites tablettes qui ressemblent à des iPads, un peu plus solides évidemment. Sur ces tablettes, il y a une sorte d'App Store sur lequel il faut s'inscrire pour pouvoir installer des applications. Et évidemment, il y avait une injection SQL sur le site web, ce qui fait qu'il y a les informations de 5 millions de parents et 200 000 enfants, c'est ce que j'ai vu qui auraient été piratés, avec grosso modo nom, prénom, adresse, plus, puisqu'il y avait une fonction qui le permettait, plus des photos et des historiques de chat en fait, entre les parents et les enfants. Effectivement, c'est assez grave et c'est que le début, puisque comme tu disais avec Barbie, on peut craindre qu'il se passe la même chose. C'est amusant. Je rencontre des gens sur le salon qui osent parler d'authentification par selfie. C'est très beau. Les gens se font voler leur visage à distance. Ouais, rapidement, piratage d'une banque aux Émirats Arabes Unis. Le pirate a demandé une rançon de 3 millions de dollars, refus de payer, donc ils ont publié les comptes de certains officiels du pays sur Twitter. Et alors, beaucoup Je d'argent. n'ai pas regardé. J'ai même pas mis de lien d'ailleurs. Je corrige. Ah oui, on le rajoute. Alors, ah oui, TrueCrypt. Donc l'Institut Fraunhofer a fait une analyse un audit de TrueCrypt pour le compte du BSI. Alors, je vais me faire taper dessus en disant ça, mais en gros, c'est l'ANSSI allemand. Et donc le bilan, c'est que bon, TrueCrypt a quelques vulnérabilités, mais essentiellement des élévations de privilèges locales. Il n'est pas possible, pour l'instant en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, de casser les conteneurs TrueCrypt, à part dans les bruits de forçant. Donc les conteneurs restent solides, donc TrueCrypt reste une solution intéressante. Soit ça, soit ils ont trouvé une faille et ils ont préféré dire qu'il n'y en avait pas. C'est possible. C'est vrai.
Et par contre, ils ont trouvé une vulnérabilité, enfin une faille dans le PRNG qui permet de l'affaiblir. Le troisième est intéressant parce qu'on n'en voit pas souvent, c'est 3 scénarios d'attaque sur les TACAX plus Cisco, en gros qui déroulent toute une méthodologie pour casser un TACAX Cisco. L'avant-dernier est marrant aussi, WebGun. En gros, c'est un site internet où vous précisez quel navigateur vous ciblez, le type d'injection XSS que vous voulez faire, et ça vous génère le code XSS tout près. C'est pas mal. Je sais pas, le persistance via Outlook, c'est rien de très nouveau, mais c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui détaille comment on peut le faire dans Outlook, simplement en rajoutant une règle qui fait que chaque fois qu'il y a un mail avec tel objet, on va effacer le mail et on va lancer un exécutable. Donc c'est assez pratique pour avoir un accès distant qui est relativement discret. Une interface web pour ma scan, donc si vous faites des gros scans de réseau qui permet de filtrer et de rechercher dans les résultats, c'est plutôt pratique. Et le dernier qui est relativement intéressant, même si là encore c'est rien de nouveau, simplement sur un domaine Windows, si vous voulez récupérer le mot de passe en clair des administrateurs du domaine et que vous avez déjà des privilèges élevés et que vous voulez rebondir vers d'autres domaines par exemple, on peut modifier, c'est quelque chose qui existe à partir de 2012, on peut appliquer une politique de mot de passe spécifique à certains comptes utilisateurs, notamment les admins de domaine. Donc on peut pousser une nouvelle GPO qui pousse une politique de mot de passe et activer le chiffrement réversible des mots de passe au lieu du hachage, ce qui fait qu'on va pouvoir les récupérer en clair après. Ça, c'est pratique. Et sur Mascan, tu as essayé L'interface web? ouais, Non. Parce que le problème de Mascan et de l'interface web, ça va surtout être le problème que tu es obligé d'avoir une intra de big data pour avoir une recherche et des résultats. Ça dépend, oui, enfin ça dépend comment tu l'utilises. En fait, tu peux l'utiliser en pentest quand tu es sur un gros réseau interne parce que ça va plus vite que Nmap, juste pour avoir des gros résultats. Et dans ce cas-là, tu as quand même quelque chose qui reste utilisable. Après, si tu veux scaler tout IPv4, oui, je pense que sur un PC portable, ça va marcher. Mais nous, on commence à l'utiliser pour des réseaux internes importants. Quand on arrive chez le client et qu'il a un réseau en 10.xxx, souvent, on ne peut pas faire grand-chose avec Nmap. Et du coup, là, on peut au moins essayer de trouver des plages qui sont pas vides. Sur les vulnérabilités ou les outils SCADA, 3 nouveaux scripts de reconnaissance pour Nmap, publiés dans le repository Redpoint de Digital Bond. Ça permet notamment d'avoir des infos si vous rencontrez un automate qui fait du DMP3. Le deuxième lien est très intéressant, je vous invite à regarder les slides, c'était au B-Side de Vienne. C'est quelqu'un qui explique comment contourner toutes les fonctions de sécurité qui sont apportées par un logiciel qui s'appelle McAfee Application Whitelisting for Critical Infrastructure Systems. L'idée c'est de dire vous avez des machines XP, vous ne pouvez pas les mettre à jour, vous ne pouvez pas les changer, installez notre super logiciel et vous serez safe. Il y avait la réponse, il y avait marqué McAfee. Voilà, en fait c'est vraiment intéressant de regarder parce que c'est assez affolant. Il y a plein de formats de fichiers qui permettent d'exécuter du code qui ne sont pas pris en compte. Ils intègrent des librairies, enfin des bibliothèques de compression zip qui datent de 1999 avec une CVSS qui a un score de 10. Donc enfin, c'est vraiment... Non mais c'est très drôle. Et du coup, enfin, globalement, je ne pense pas qu'il faille cracher sur McAfee. Je pense que globalement, sur l'ensemble, ce type de solution, ça paraît séduisant, hein, mais je pense que si on fait une étude détaillée, c'est rarement vraiment bien. Enfin, ça ne remplace pas une plateforme maintenue et à jour. Pareil, la suite, c'est pas. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse, un certain nombre de vulnérabilités qui ressemblent à celles qu'on présente chaque mois. Nouveauté logicielle, alors 7zip, c'est pas de la sécurité, mais ça fait depuis 2010 qu'une nouvelle version stable n'est pas sortie. Et donc là, c'est la nouvelle version stable de 7zip. Nmap 7, qui est enfin sorti. Après 18 ans de bons et loyaux services, on passe en version 7. Pour les mainframes, Nmap aussi également. CLH4, c'est important ça. Pardon ? CLH4. Ouais, OCLH4 il est open source, ça c'est vraiment intéressant. Donc OCLH4 c'est la version d'H4 pour GPU, une carte graphique, qui utilise la puissance des cartes graphiques, et qui est open source. Et qui a des performances vraiment très intéressantes. Et Firefox c'est pas vraiment de la sécu, mais sort en 64 bits, et ça c'est intéressant parce que moi personnellement je l'utilise, et j'utilise Emmet, et malheureusement je me suis rendu compte que, c'est ce que j'avais présenté le mois dernier, Emmet en 32 bits sur un OS 64 bits n'est pas tout à fait fonctionnel,
parce qu'avec Windows on Windows 64, toutes les fonctionnalités d'Emmet ne sont pas activables, et donc il est possible de contourner Emmet sur du 64 bits en ciblant un logiciel 32 bits. Là maintenant, 64 bits, c'est parfait. Voilà. Oui, alors là j'ai mis un outil qui n'est pas vraiment nouveau, mais je pense que ça peut être intéressant de regarder pour ceux qui font un peu de la sécurité opérationnelle. C'est un outil qui permet d'analyser en fait des flux réseau pour retrouver toutes les adresses IP qui proviennent de flux d'IP de malware ou de nom de domaine qui correspondraient à des malwares, donc ça peut être assez intéressant. Et le deuxième qui me plaît bien, je ne sais pas si on a déjà parlé à plusieurs reprises de Qubes, donc un OS à multi-niveau de sécurité qui permet de compartimenter les différents usages. Il y a des gens qui commencent à travailler sur l'utilisation d'unikernel avec Qubes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir pour chaque compartiment une VM complète avec un kernel complet, on va seulement charger les éléments nécessaires et on va pouvoir, au lieu d'avoir une VM qui a une empreinte mémoire de, par exemple pour la VM Firewall, 300 mégas et quelques secondes pour se lancer, on peut espérer avoir quelque chose qui se lance en moins d'une seconde et qui permettrait, sur un même matériel, soit de compartimenter plus, soit d'avoir des performances vraiment plus importantes. Donc là, il y a des développeurs de Rumprun qui travaillent avec des développeurs de Qubes, donc on peut espérer que ça sorte peut-être l'année prochaine. C'est une sorte de déduplication de mémoire, non? Je suis pas sûr de comprendre la question. Les morceaux qui sont en commun, en fait. Non, c'est que tu. Non, c'est de t'embarques- l'OS en librairie. Ouais. On link l'application avec les morceaux de système nécessaires à cette application-là et seulement. Tu peux avoir une VM sans système de fichiers, par exemple. Parce que l'appli qui tourne n'en a pas besoin. Et du coup, tu réduis ainsi que la surface d'attaque, par exemple. C'est assez intéressant. Le premier télé qui présente l'intérêt de faire un format des sources que tu utilises. Oui, en fait, là, c'est basé, ça se link à X ou Y sources ouvertes, mais je ne saurais pas me prononcer sur leur qualité. Mais oui, effectivement. Sachant qu'il y en a aussi qui sont privées et payantes, mais que je ne connais pas. Je sais pas ce que ça. Dans l'idée, ça peut être intéressant. Le deuxième, c'est assez rigolo, c'est Virus Total, donc il a fait une annonce comme quoi ils étaient capables à présent de sandboxer les binaires pour macOS. Moi, je me pose la question de comment est-ce qu'ils font, parce que Apple interdit. Ils peuvent avoir des Mac sur Ils peuvent lesquels avoir, ils font tourner VMware Fusion. Et ils des en centaines des de Mac. Non, je pense qu'ils doivent le virtualiser Oui. comme tout le monde avec du VMware. Oui, ça c'est autorisé. Ah si, si. Mais c'est Ah quoi, oui, non, mais c'est quoi qui interdit? C'est la licence ou c'est l'exécution? tu n'as pas le droit de faire tourner un OS Oui, c'est Apple la licence. sur un matériel qui n'est pas Apple. Oui. Donc, à partir du moment où tu dis ça, c'est du droit. Oui. Et qu'est-ce qui empêche du droit de s'appliquer techniquement? Techniquement, rien. Surtout que depuis qu'ils sont passés sur de l'X86, enfin 64, Twitter qui licencie 8% de son personnel. Qui est dans le droit. Les drones Google. Adopi contre le terrorisme. Utilisera Adopi. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les faits, mais. Sinon, le dernier point, le gouvernement, suite à l'état d'urgence, suite à l'état d'urgence, le gouvernement souhaiterait faire bloquer Tor, interdire tous les Wi-Fi ouverts et même mettre des amendes, récupérer les clés de chiffrement pour de la VoIP, éventuellement pour du mail. Enfin, voilà. Donc je reprends cette petite phrase qui est au titre de la JSSI de l'année prochaine, Retour vers le futur, bienvenue en 1984. Alors, les sources officielles et officieuses auraient démenti ça en disant que c'est des propositions qui auraient été faites par des bras cassés, coupés, c'est pareil. Mais il n'y avait rien d'officiel dans cette proposition. Celle-là ou celle-là? Non, celle-là, la dernière. Donc, il aurait été attribué à M. Cazeneuve et à d'autres indûment. Je laisse responsable la personne qui nous a dit ça. Je voulais revenir sur Optical Center parce que c'est extrêmement important. Optical Center, c'est qu'en fait, ils conservent les mots de passe, les mots de passe en clair de leurs usagers dans les bases de données. Alors, vous connaissez peut-être les entreprises qui font ça. Du coup, la CNIL a tapé fort en disant c'est interdit. Donc ça veut dire que pour tous les pentesters qui sont dans la salle, vous pouvez utiliser ça comme un OS de lance.
Et pour toutes les personnes qui sont chez les clients finaux, on invite à remonter ça avec data officer au plus haut niveau, en disant que la CNIL évolue de moins en moins, et donc un point très important. On sait combien ils ont payé ou pas? Je n'ai pas regardé la sanction. Je peux regarder si tu veux. Ouais. Tout ça, c'est intéressant de connaître le montant de l'amende. Je vais chercher ça. C'est 50 000 euros. 50 000 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande amende qui a été donnée jusqu'à présent par la CNIL française, c'est 150 000 euros. C'était à Google 50 000 euros, c'était beaucoup du point de vue de la CNIL française, puisque la CNIL ne vit pas en France de subsides d'amende, mais de la dotation, contrairement à la CNIL espagnole. Donc le fait que ce soit sanctionné, et c'est avant tout, surtout, la condamnation, de jurisprudence, avec le règlement européen qui devrait sortir en 31 décembre, j'invite vivement à prendre dans cette page-là cette nouvelle comme très importante. Je passe directement sur le deuxième. Je pense que c'est le patent troll du siècle. Donc, c'est une entreprise, j'ai jamais entendu parler, CryptoPeak Solutions, qui poursuit pour l'instant tous les grands du web et plein d'entreprises pour l'utilisation des courbes elliptiques dans TLS. C'est un intérêt. Quand ce sera jugé, par contre, on arrêtera. Ah oui, en fait c'est ça le but, hein, c'est juste de gagner de l'argent. C'est un métier, patent troll, mais bon, c'est quand même impressionnant. On verra s'il gagne. Aucune chance. Les deux dernières sont assez intéressantes. Celle du Kazakhstan qui impose désormais l'installation d'une ACRACN gouvernementale sur tous les ordinateurs pour pouvoir faire du man in the middle sur toutes les connexions Internet. De l'autre côté, si tu regardes dans ton magasin de certificats Firefox ou Internet Explorer, tu as l'autorité de certification japonaise qui vient de l'État japonais. Et ce qu'elle fait là. C'est initié aussi. Enfin, tu en as plein. Oui, quand même. Il est passé. Celle-là, elle est faite pour. Il y a celle du Kazakhstan en plus. Ah, nous, on ne sera pas obligé, on n'ira pas en prison si on l'installe pas. Je confirme, c'est 50 000 euros. Il y a 170 000 comptes qui n'étaient pas partagés, issus des données clients. Et le contrat signé de la société et ses prestataires ne fait pas de cause précisant les obligations du prestataire en matière de protection de sécurité. C'est à faire la dernière affaire en 2014 pour Active qui est sur une grande entreprise du CAC 40 vis-à-vis de la protection des données clients et l'usage de ces prestataires. Et oui, en Thaïlande, il ne faut pas plaisanter. Faut pas plaisanter avec Laurent. On rigole pas avec Laurent. Bah, ce qui veut dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'adresse IP de la personne était trouvée dans les dans les entêtes des mails, je crois, des mails Microsoft Outlook. En tout cas, je sais que bon, pour le coup, j'ai fait un audit récemment en Thaïlande et le fait de s'assurer de pouvoir retrouver que le proxy loguait bien et authentifiait bien les utilisateurs, c'était très important parce qu'ils savaient que s'ils avaient le cas, si quelqu'un faisait une diffamation sur le roi de Thaïlande, il fallait retrouver qui c'était et qu'il irait en prison directe. C'est très important. Oui, enfin, la Russie, je pense qu'ils veulent. Chacun d'autre a La choisi, Thaïlande quoi. et le Kazakhstan. Et comme les États-Unis. Ceci dit, en France, on vient de dire aussi que nous aussi en conférence. Les conférences, alors conférence passée, la BotConf, excellente conférence, tout était bien, la soirée était super, les buffets étaient top, la plupart des intervenants faisaient des conférences très intéressantes, vraiment génial. La plupart ont été filmées je crois, et je crois que les vidéos, on peut, je sais pas si elles sont déjà en ligne, je crois qu'on peut les visionner après. Black Hat Amsterdam. Conférence à venir, la JSSI, on en a déjà parlé, FIC en janvier et Corinne juste après la FIC à Lille. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Passons au contenu un peu plus amusant. Orly, les avions ont été bloqués pendant un certain temps du fait d'une application qui tournait sur un Windows 3.1. Je ne savais pas qu'il existait encore des Windows 3.1 quelque part. Mais donc c'est une application qui était liée à Météo France, qui donnait la météo et voilà. Oui, Non, ce qui d'accord. t'intrigue. Et donc ça a empêché les avions de décoller ou pas? Oui, parce que comme l'application ne fonctionnait plus, tu vois, quand tu revois des Windows 2000 chez tes clients, tu te dis oh attendez, c'est pas grave, j'ai vu pire.
Oui, sauvons la planète, comme en ce moment c'est la COP21. Arrêtez de faire des recherches Google et utilisez les noms de domaine parce qu'une recherche Google c'est 7 grammes de CO2. Et sinon, donc ça a été retweeté par Nicolas Ruff. Donc le CERT-FR apparemment est en très très grande forme. Donc parce que le stack cookie c'est un biscuit de pile et XOR c'est donc un masque disjonctif. Moi j'en viens à me demander si à l'ANSSI il n'y a pas un pari pour voir si Nicolas va pas retweeter leurs avis. On va réfléchir à une distribution stochastique de la mémoire. Donc, voilà. Pour tous les paranoïaques qui s'amusent à coller un petit autocollant sur la caméra de leurs ordinateurs, vous avez ça, un petit cache très élégant qui fait à peine 1 mm d'épaisseur que je vais m'empresser de commander pour Noël. Et donc on peut coller sur la caméra sur l'ordinateur. Pour le troisième, c'est vraiment du pur troll. C'est un article qui parle donc, des attentats qui ont eu lieu en novembre, et en particulier des moyens de communication des terroristes, et qui disaient que finalement sur PlayStation, sur World of Warcraft, sur Call of Duty, enfin, sur la plupart des jeux, on pouvait communiquer et c'est pas des canaux surveillés. Voilà. C'est plus du troll qu'autre chose. On a tout entendu récemment. C'est pareil pour Minecraft. Sur le Bitcoin, on a dit il y avait des sites, des adresses identifiées, donc on a fini par les demander, parce que du coup on peut mener des enquêtes comme ça, et finalement, ah bah non, c'est trompé quoi. Zerodium, ah oui, donc le mois dernier ou il y a 2 mois, XVPN Zerodium, le programme d'achat de vulnérabilité de Zerodium, a publié un troll, enfin bon, il proposait 1 million d'euros à toute personne qui arriverait à exécuter du code, donc depuis une page web, donc enchaînement de plusieurs vulnérabilités jusqu'au kernel, et qui arriverait en gros à jailbreaker, à rebooter un iPhone ou un iPad. Et apparemment, donc, la somme aurait été remportée par un chercheur qui aura réussi l'exploit d'avoir cet enchaînement de vulnérabilités, donc qui aurait gagné 1 million d'euros. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, il faudra que je le rajoute. VUPEN a publié, Zerodium a publié un petit tableau intéressant des prix. Alors c'est les prix maximum. Ouais. Donc vous avez en gros le prix de la vulnérabilité par OS ou par logiciel. Plutôt intéressant. Apparemment iOS est le plus cher. Alors, c'est sous la gauche, hein, la gauche. Ah oui, pardon, oui. Ouais. Ah oui, non, c'est ça, oui. Donc, Safari, pardon, c'est donc, ça peut monter jusqu'à 30 000 euros, 30 000 $, pardon. Office, etc., c'est pareil. Sachant que c'est pas parce que Apple est tout en haut que forcément Apple est le plus sécurisé. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que c'est ce qui est le plus demandé et qu'ils n'ont pas de vulnérabilité pour Apple et qu'ils en ont d'autres sur Windows, etc. J'ai été très surpris par le prix des évasions de machines virtuelles qui est tout à ma droite, à votre gauche. Pour 50, c'est à peine 50 000 euros. Ce qui est quand même surprenant vu la complexité et l'impact. C'est au même niveau que Flash. Ouais. Et ça n'a pas forcément le même impact. Le dernier AT&T, c'est un employé qui en fait utilisait les outils qui permettent de débloquer les terminaux et qui revendait un service en parallèle et qui c'était quelques milliers de dollars grâce à ça pour donc, déverrouiller les téléphones des gens. Ça c'est quand même très rigolo. Oui, j'ai vu ça ce matin. Donc c'est l'éditeur, le développeur de Notepad++ qui, suite aux résultats assez catastrophiques des élections régionales, a demandé à toutes les personnes ayant voté pour le FN et ayant Notepad++ de le désinstaller. Dernier slide. Je reprends surtout le deuxième point. Hacking Team, ils sont encore là. Ils étaient donc à Millipol il y a quelques semaines à Paris. Donc une photo, on le voit. Ils sont là, ils sont encore là, ils existent encore. Je ne sais pas comment est-ce que c'est possible. Regarde, Gamma s'est fait pirater il y a plus d'1 an, ils sont toujours là. Sauf que Gamma Group, la plupart des fichiers étaient chiffrés. Ils n'ont pas été déchiffrés. Et ce qui est sorti finalement, c'est les prix, quelques listes de clients, etc. Pas grand chose. Ça s'est fait poutrer, ils ont fait 10 millions de dollars de backshish derrière ça, et c'est encore là.
Accounting, j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé quelque chose qui n'a pas été rendu public. Je me dis, est-ce qu'il non, le Skype, l'audio, le main, le historique, de tout, c'est. Parce que c'est quand même un métier où il faut de la confiance, et moi j'aurais pas confiance en des gens comme ça. Ouais, mais c'est pas toi qui paye ce genre de personnes, c'est des dirigeants qui suivent pas la même qualité que toi. Oh, puis s'ils obtiennent un 0D qui fonctionne, ils s'en foutent. Mais c'est vrai que, par exemple, au niveau second facteur, j'utilisais rien. Mais même en tant que revendeur de feuilles, tu vas pas revendre à ces gens-là. Tu sais qu'ils peuvent se faire pirater, que ton nom sera publié, et qu'il y aura les articles sur toi. Pareil, Tu vas plutôt chercher VPN sur Zero Job. Enfin, bon, ils existent encore. Voilà. Prochain rendez-vous de l'OCIR, mardi 12 janvier, pour la prochaine réunion. Et prochain afterwork, mardi prochain, au bar La Coloc, à côté de la Bourse. Sachez que, exceptionnellement, il y aura également, je crois que je me trompe dans le nom des podcasts, donc il y a No Limit Sécu qui sera là avec sa troupe de fans, et le comptoir de la Sécu qui sera là avec sa troupe de fans aussi. Donc ça va faire un bon match de foot. Et le 12, c'est l'Assemblée Générale, donc pour tous les adhérents, et les futurs adhérents. Énervez bien votre monde. Et ça sera, je crois, ici. Voilà, ce sera ici. On a donné le titre de la présentation. Oui, je l'ai pas mis là. Donc, mardi prochain, à l'afterwork, la présentation, ce sera un retour d'expérience sur Gridex. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Voilà. Si vous avez des questions ou des idées d'illustration, parce que je cherche des petites choses comme ça assez rigolotes, n'hésitez pas. Merci.